Je vais vous exposer un peu en 4 parties, comment dirais-je, donc la question de l'individualité, de l'individu, à partir d'abord, dans un premier temps, de, comment dirais-je, comment l'individualité se constitue dans le développement psychologique de l'enfant. Donc, ce ne sera pas uniquement de la psychologie, il y a des choses que certains d'entre vous connaissent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez, l'enfant... je vais parler de l'être humain uniquement, je précise ça cet après-midi, hein, l'individu en tant qu'être humain. Je ne parlerai donc pas de l'individu animal ou de l'individu plante ou je ne sais trop quoi, bon, voilà. Donc, comment, si vous voulez, l'individualité se constitue et qu'est-ce qui peut être constituant dans la relation mère-enfant en particulier, mais aussi père, mère et enfant, eh bien, comment dirais-je, l'individualité de l'enfant. Voilà, je m'inspirerai des travaux de Jacques Lacan, qui est donc à la fois psychanalyste, structuraliste, bon, enfin peu importe les étiquettes, mais un peu dans la logique, si vous voulez, de ce qu'on a abordé ces 2 jours, à partir d'une œuvre de Lacan qui s'appelle justement Le stade du miroir et la formation du je, J-E, donc comment l'enfant, au fond, se constitue comme sujet. Ça pour illustrer, si j'ose dire, de manière concrète, comment, si vous voulez, comme je crois que c'était Pierre Garrido qui l'avait dit, l'individualité, l'individu n'est pas constitué. Vous voyez? C'est une production, en quelque sorte. Donc, premièrement, ce sera ça. Deuxièmement, je vais revenir, quitte à faire des redites, mais nous, les philosophes, on n'a pas peur des redites, sur la notion si importante et si difficile à saisir malgré tout, de la notion d'indivision, puisque dans individu, il y a indivision. Qu'est-ce qu'on peut entendre par indivision? À partir, si vous voulez, de la problématique que Bergson pose dans les données immédiates de la conscience pour distinguer l'espace objectif et le temps. Le rapport, si vous voulez, pour simplifier, entre l'espace et le temps, qui est la base même, comme certains le savent, eh bien, de la philosophie bergsonienne, et surtout, ce qui nous intéresse ici, de la conception bergsonienne du temps. Alors vous me direz, mais pourquoi, en parlant d'individu, tu vas parler de temps? Ben oui, parce que justement, nous verrons que, comment dirais-je, la question que pose Bergson nous met tout à fait dans la question de l'impossible indivision du temps. Hein, un peu le temps comme individu, comme figure individuelle. Troisièmement, je reprendrai alors en articulant ce que Laurent a dit ce matin à partir des travaux de Michel Foucault, comment Michel Foucault comment dirais-je, analyse à partir des textes anciens, grecs essentiellement et latins, grosso modo jusqu'au IVe siècle, comment l'individualité se constitue. Alors, Foucault ne l'appelle pas individualité, donc il faut rendre à César ce qui est à César, mais comment se met en place, à partir de pratiques morales, éthiques, etc., si vous voulez, la notion, on va appeler la notion de sujet, de subjectivité plus exactement, c'est-à-dire l'individu capable d'être en relation, ça c'est Pierre Hidalgo qui nous en avait parlé, hein, en relation avec les autres, mais surtout avec soi-même. Et comment cela, pour Michel Foucault, c'est à la fois le signe et en même temps la mise en œuvre, en quelque sorte, eh bien, d'un processus
d'individuation tel qu'il nous constitue, nous encore, bien sûr, aujourd'hui. Et enfin, quatrièmement, je terminerai, alors je ne sais pas si je pourrais tout faire, hein, par Deleuze, qui, dans un ouvrage qui s'appelle Logique du sens, aborde la question de ce qu'est le sens, et où il, comment dirais-je, il pose la question, justement, de la grande différence essentielle dans l'œuvre de Deleuze, la grande différence entre ce qu'il appelle la représentation, la connaissance représentative, toute connaissance quelque part est représentation, et puis, si vous voulez, comment on pourrait dire ça, le savoir, enfin comment, à sa manière, si vous voulez, comment se constitue le savoir et comment se constitue donc une nouvelle manière de concevoir eh bien, les rapports entre, disons, l'individu, en quelque sorte, et le savoir. Voilà donc le programme. Alors, pour Deleuze, le titre, c'est Logique du sens, hein, le livre. C'est un livre très difficile, là, par contre. Ouais, très difficile, oui. Mais essentiel, par contre. Alors, si vous voulez, donc, ce qui est important dans le développement de l'enfant, au fond, l'enfant, à l'origine, est dans une, comment on pourrait dire ça, dans une totalité fusionnelle avec sa mère. Fusionnelle, ça veut dire que il est totalement immergé, en quelque sorte, dans le vécu affectif, biologique, etc. Bon, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, une matrice, oui, une totalité. Donc, si vous voulez, il n'y a aucune individualité si l'on considère que l'individu, c'est précisément ce qui ne peut jamais, ça vous a été dit, comment dirais-je, être décomposé sans que comment dirais-je, l'unité d'origine de l'individu, eh bien, disparaisse en quelque sorte. Hein. Par conséquent, c'est un problème énorme parce que il est vrai que, alors là, moi, je ne vais pas vous développer comment dirais-je, le développement psychologique de l'enfant. On ne va pas faire de psychologie cet après-midi. Simplement pour nous dire que il y a un processus individuant, on va l'appeler comme ça, un processus individuant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a en œuvre un processus qui va d'une unité originaire, mère-enfant, on va l'appeler comme ça, un mère-fœtus, enfin, etc., bon, et que très progressivement, l'enfant va devenir un individu que par conséquent, on ne pourra plus jamais réduire ni à sa relation avec sa mère, ni à sa relation avec son père. Alors vous savez qu'en psychanalyse, par exemple, la cure psychanalytique, ça consiste justement à régresser, dans un premier temps, vers ces images, ces matrices originaires que sont le père et la mère, si vous voulez, pour, alors là, dans la cure psychanalytique, bon, retrouver des choses qui sont mal passées, afin de les dépasser. Voyez-vous, ce qui est intéressant dans la psychanalyse, alors, en dehors même de la psychanalyse elle-même, c'est cette possibilité. Alors non, on dit toujours on ne peut pas retourner en arrière. Hein, c'est l'expression.
elle est à la fois vraie et fausse. Hein, parce que d'une certaine manière, par la mémoire, par les fantasmes, par les souvenirs, eh bien, nous pouvons retourner en arrière, justement. Hein. Alors, tout cela pour dire, si vous voulez, que ce qui permet de comprendre ce qui se passe dans le développement psychologique de l'enfant, c'est de partir de cette unité originaire pour accéder, on va dire, vers bon, les psys, si vous voulez, ils parlent d'une date 6 ans, hein, où on peut considérer, même un peu avant 5 ans dit Freud, on peut considérer que psychologiquement, l'enfant est individu. Ils n'emploient pas cette expression, c'est moi qui l'emploie là. Hein. Individu. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, on a tous fait l'expérience. J'imagine que personne d'entre vous n'est né comme il est aujourd'hui, et que par conséquent, il y a donc un principe d'individuation, et qui est valable évidemment aussi chez les animaux d'ailleurs, hein, et peut-être pour d'autres espèces. Alors tout cela, ça veut dire que il y a cette chose étrange qu'on a à devenir des individus, alors non pas au sens de Tocqueville, non pas au sens peut-être comment dirais-je, des constitutions dont on nous a parlé, etc. Ça, c'était le lien avec la politique, bien sûr, hein, mais, si vous voulez, au sens où il y a ces processus d'évolution, on va appeler ça comme ça, qui fait qu'au fond, tout se passe comme si il y avait une origine, je ne sais pas comment dire ça, une sorte de totalité dont émergent petit à petit, eh bien, les individualités, les individus, etc. Et que ça, évidemment, c'est intéressant à suivre sur le plan psychologique. Par conséquent, alors Lacan, que dit Lacan par rapport à cela? Lacan, je vous le dis en passant, bon, probablement un des plus grands psychanalystes, après Freud, hein, qui a théorisé cette question de la constitution de ce qu'il appelle le moi, le je, il emploie le mot, il avait une formation philosophique, notamment hegelienne, et si vous voulez, Lacan, donc je vous ai cité l'œuvre, hein, c'est un petit bouquin, Le stade du miroir et la formation du je, où justement il essaie de conceptualiser, je ne dis pas expliquer uniquement, conceptualiser, eh bien, l'émergence de l'enfant, de ce tout originaire que représente symboliquement le ventre maternel, qui est aussi la terre nourricière, comme vous savez, qui est aussi, etc., etc. Je ne vais pas développer ça ici, pour devenir un je. Et qu'est-ce que c'est qu'un je? C'est ce qui n'est pas divisible. Un moi, un je, un individu, une personne, tous ces synonymes dont Pierre Garino, je crois, vous a parlé un peu, qui n'ont pas tout à fait le même sens, même parfois même des sens opposés, mais qui quand même, si vous voulez, signifient une conceptualisation, donc une compréhension possible, une saisie possible, plus exactement, de ce que nous sommes et de qui nous sommes. Je vous dis au passage que je crois que c'est Grodek, un psychanalyste, qui, lui, a fait la théorie de la schizophrénie, et en particulier, enfin, de forme de la schizophrénie, plus exactement, et qu'il a fait une théorie, si vous voulez, des moi multiples. Des moi multiples, hein, qu'effectivement, on rencontre en schizophrénie. Le schizophrène, ça m'est arrivé d'en voir, si j'ose dire, d'en écouter, puisque je suis psy, eh bien, effectivement, bon, deux, pardon, c'est pas pareil, 2 personnalités, 3 personnalités, 4 personnalités. Donc, le titre d'un livre d'un de mes anciens professeurs,
le moi divisé, le moi divisé. Or, précisément, ce qui constitue l'individu, c'est une tautologie, là, c'est l'indivision. Vous voyez donc la question que cela pose, si vous voulez, dans le cadre d'une compréhension, ne serait-ce que de la schizophrénie, que, si vous voulez, la multiplicité des moi possibles. Je vous signale en passant d'ailleurs que nous n'avons peut-être pas deux moi, mais que nous avons deux personnalités, comme vous savez, une personnalité consciente et une personnalité inconsciente. Nous sommes individus, donc nous ne sommes pas deux pour autant, sinon nous sommes schizophrènes, justement. C'est que le schizophrène, il se parle à lui-même en se dédoublant, c'est-à-dire qu'il se prend lui-même comme interlocuteur. Et ça, c'est pas des mots, c'est vrai, hein, dans la pratique, croyez-moi. Eh bien, justement, il y a là, si vous voulez, une défaillance, on va l'appeler comme ça, dans le développement psychologique, qui fait que l'accès à l'individualité est impossible. Alors, Lacan, et je terminerai là-dessus pour cette partie-là, Lacan, comment on peut dire ça, théorise après Freud, mais de manière un peu nouvelle. Il théorise ce que l'on peut appeler le moi archaïque. Le moi archaïque, c'est le moi, un seul. Hein. Le moi, ce sont les moi successifs, les couches successives, que l'on appelle le narcissisme. Hein. Alors après, bon, il y a plusieurs sortes de narcissisme, je passe là-dessus, hein. Mais narcissisme primaire, narcissisme secondaire, ce sont, on peut dire ça comme ça, les ébauches du moi, le narcissisme, hein, l'amour de soi, en gros, hein, l'amour de soi. Quelqu'un, un enfant qui ne s'aime pas, un enfant qui est détesté par sa mère, par ses parents, il va se détester lui-même et il n'aura pas l'amour de soi et ben, il fera une névrose, une psychose, etc. Vous voyez comme c'est capital. Alors, j'en profite pour dire ici que le narcissisme, c'est une ébauche du moi, c'est un peu une manière de parler, parce que, si vous voulez, c'est simplement une projection idéale, imaginaire, d'un moi, d'une individualité, on va l'appeler comme ça, en voie de constitution, puisque l'enfant, comme vous le savez, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, est en formation. Lacan dit que, à la différence de l'animal, l'être humain met des siècles, symboliques bien sûr, à se construire. 5 ans, c'est énorme. Hein, quand on pense que les animaux, certains animaux, en 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 6 mois, ils sont adultes. Ils ont acquis les capacités motrices, tout ce que vous voulez, les adaptations au milieu, qui leur permettent, si vous voulez, de se poser comme individus, justement. Les animaux sont aussi des individus, bien sûr, en ce sens-là. Donc, tout ça pour... voilà, pour vous donner un aperçu des questions que l'on peut se poser autour de cette notion d'individu. Alors, moi, c'est une notion que, à la fois, j'aime bien et puis j'aime pas trop, la notion d'individu. C'est vrai que ça a mauvaise presse aujourd'hui, mais, si vous voulez, par contre, alors philosophiquement, conceptuellement parlant, on doit absolument tenir rigoureusement à la notion d'individu parce que c'est l'indivisible, tout simplement. C'est ce qu'il y a d'indivisible dans toute réalité. Prenons l'exemple de Bergson, donc, qui, lui, comment dirais-je, se pose la question de l'espace chez les scientifiques. Enfin, le temps, plutôt, le temps lié à l'espace, quand, comment dirais-je, quand les scientifiques étudient ce que peut être le temps. Alors on vous dira, il y a le temps biologique,
Puis il y a le temps de l'histoire, puis il y a le temps des sociétés, il y a le temps des civilisations, il y a des temps. Mais vous savez bien qu'en philosophie, certes, comment dirais-je, on considère tout cela, hein, les temps multiples, les temps à dimensions tout à fait différentes, mais les temps, en deux mots, hein, ramènent toujours à la question du temps. Voilà. Et Bergson, si vous voulez, dit, alors je schématise à l'extrême sa pensée évidemment, hein, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, eh bien, il dit que, si vous voulez, le temps de l'horloge, les temps biologiques, etc., etc., ce sont des temps, c'est du temps qui est divisible. Hein? Les chronologies, c'est quoi? C'est la division du temps. Un calendrier, c'est la division du temps. La montre, c'est la division du temps. Voyez? Or, Bergson pose la question, enfin plus exactement, il a, je ne sais pas comment dire ça, il a le questionnement, si vous voulez, et qui l'oriente vers une méthode qu'il invente, d'ailleurs une méthode philosophique, hein, qu'il appelle l'intuition, la méthode intuitive, qu'on appelle dans notre jargon, donc qui est relativement nouvelle, en tout cas lui dans l'usage qu'il en fait, et il, comment dirais-je, il élabore, il conceptualise petit à petit, si vous voulez, je ne sais même pas si on peut dire une conception du temps, il n'aimerait pas, je pense, personne qu'on parle de conception du temps en parlant de sa conception, et il en fait, si vous voulez, la durée, hein, ce qui s'écoule, et qui n'est pas objectivable par la science. Hein. Le temps qui s'écoule en nous, l'écoulement du temps en nous, je ne sais pas comment dire ça, hein, c'est des formulations très mauvaises, hein, je vous le dis, mais c'est comme ça, eh bien, c'est ce qu'il appelle, bon, la durée pure, etc., etc., et il dit à juste titre, finalement, que le temps des scientifiques n'est possible lui-même que par le préalable du temps comme écoulement, hein, comme écoulement d'instants, etc., etc., et toute la conscience du temps. Or, la durée, c'est ce qui n'est pas divisible, c'est ce qui est indivis. Les scientifiques divisent. Quand on divise un jour en 24 heures, c'est ça une division. En 24 heures. Ce sont des séquences divisées. On n'est pas dans l'indivision. Et voyez-vous, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, en tout cas, pour notre questionnement autour du processus d'indivision, c'est que Bergson remonte d'un temps divisible à un temps indivisible. C'est pas trop dur? Oui, hein, c'est normal. Non, parce que Bergson est dur. Lacan, j'espère que vous avez un peu compris. Là, hein. Bon, d'accord, je m'en doutais. Alors, je vais vous donner un autre exemple très intéressant, qui est, alors encore dans un tout autre domaine, je ne sais pas si je vais arriver à me faire comprendre, c'est ce qu'on appelle en psychologie encore, vous voyez les psys, ils sont à cheval forcément, hein, quelquefois, avec la philosophie, hein. C'est ce qu'on appelle la Gestalt-théorie. Alors, Gestalt en allemand, parce que ce sont les Allemands ce sont des philosophes et des psychologues allemands qui ont travaillé cette question-là. La Gestalt-théorie, c'est une théorie, mot à mot, ça veut dire, on traduit en français par théorie de la forme. On a parlé ce matin de la forme. Hein, je crois, j'ai plus le... Qu'est-ce que c'est que la théorie de la forme? La Gestalt-théorie, c'est de pouvoir expliquer la perception.
comment, en regardant un paysage, en vous regardant, je perçois, en vous regardant, à la fois des multiples, puis je peux encore multiplier, diviser, je peux voir que vos nez, vos yeux, etc. Et puis, vous voyez, vos vêtements. Hein. Donc, je divise à l'infini, parce que si je m'approchais, ou si vous vous approchiez d'un peu plus près, on pourra encore diviser ce qu'on a divisé. Vous saisissez hein. Et par conséquent, si vous voulez, la question, à l'époque, qui était cruciale, comment expliquer la perception, comment puis-je à la fois percevoir dans l'infini de la division, du divisible, plus exactement, et en même temps avoir une unité perceptive. Unité perceptive. Pourquoi est-ce important l'unité perceptive? Parce que s'il n'y a pas d'unité perceptive, nous sommes là encore, excusez-moi, soit dans l'hallucination, au sens psychopathologique du terme, hein, soit dans le délire, au sens pathologique du terme. Hein, mais surtout l'hallucination, puisque l'hallucination est par définition une perception, si vous voulez, perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque elle se donne comme perception vraie, mais sur des bases qui sont fausses. Or, la perception, c'est notre rapport essentiel, premier, originaire au monde. Ce n'est pas les idées qui sont premières. Hein. C'est ce que le philosophe Heidegger appelle, si vous voulez, le rapport au monde. Vous voyez? Or, si la sensation, quelquefois c'est la sensation même, hein, et la perception sont défaillants, dans le cas de la psychopathologie, eh bien, c'est tout le rapport au monde qui est perturbé, c'est-à-dire l'être humain en tant qu'existant. En tant qu'existant. Et donc ça, c'est une des... Comment on peut dire ça? C'est une des optiques possibles de compréhension, si vous voulez, eh bien, de ce qui se passe dans les grandes perturbations psychotiques en particulier. Hein. Alors, donc, j'en reviens à la Gestalt théorie, très intéressante. Alors, il y avait à l'époque, alors je schématise à l'extrême, excusez-moi, il y avait, si vous voulez, pour expliquer la perception, comment... alors, attendez, je vais vous dire, comment le monde réel, comment je l'intériorise. Hein, comment le monde vient à moi. C'est ça la perception. Ou comment je vais vers le monde. C'est ça le problème. Hein. Comment peut se faire la jointure, l'articulation entre le réel, c'est-à-dire ce qui est hors de moi quelque part, et puis moi. Ça, c'est vrai que c'est à partir de la perception, eh bien, que l'on peut comprendre, expliquer, conceptualiser beaucoup de choses. Alors, donc, à l'époque, au 19e, en gros, il y avait deux écoles. Il y avait les psychophysiciens qui expliquaient la perception comme étant un ensemble de stimuli. Vous voyez, la lumière, le soleil, les éléments chimiques, enfin, etc., etc., qui venaient stimuler, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, des zones du cerveau, enfin, je ne connais pas le détail, hein, excusez-moi, hein, mais en tout cas, la perception était le résultat d'un schéma stimulus-réponse. Ce que fait la publicité, je vous signale. Hein. La publicité, elle agit selon ce schéma stimulus-réponse. Sauf que le stimulus, dans la publicité, il est enrobé, il est bien présenté, comme on dit, mais comment dirais-je, le principe, c'est ça, c'est stimulus-réponse. Or, si vous voulez, il restait à expliquer comment
Cependant, en ayant des milliers de stimulations, nous avons une seule et même perception. Je ne parle pas du contenu de ce qu'on perçoit, hein, on peut varier, c'est le soleil, c'est le ciel, la montagne, selon ce que je regarde, c'est le bouquet, etc. C'est pas ça dont il est question, hein. C'est la structure même, c'est-à-dire, si vous voulez, qu'est-ce qui peut expliquer eh bien, que nos perceptions soient une, c'est-à-dire indivises. On trouve là le problème de notre individualité. Hein, enfin, pas l'individualité, l'indivision. Eh bien, justement, la psychologie de la forme explique, à mon avis à juste raison d'ailleurs, que ce qui constitue la structure de la perception, eh bien, c'est ce qu'ils appellent la forme, la gestalt, c'est-à-dire cette unité d'origine indivisible que constitue, alors comment l'appeler, la conscience. Je crois qu'eux, ils parlent du terme de conscience, il me semble. Hein. La conscience, le sujet, le je, le moi, l'individu, tout ce qui est indivisible. Vous voyez ? Nous sommes, comment on peut dire ça, constitués psychologiquement, là, c'est de la psychologie ça, hein, de telle manière, si vous voulez, qu'il y a à la base de toute notre expérience perceptive quelque chose de l'ordre d'une forme. Alors il faudrait que j'explique la forme en question, mais en tout cas, sachez que ça veut dire, c'est une sorte de moteur hein, que nous avons en nous et qui fait que nous ne sommes pas autant d'individus que nous avons perception, heureusement, hein, que nous avons toujours une unité percevante qui nous constitue en même temps comme unité individuelle. C'est ça. Alors il y a eu cette bagarre, donc très virulente, en Allemagne, en partie en France, et puis après ça s'est calmé quand même, parce qu'il y a eu, en Allemagne toujours, un philosophe qui s'appelle Husserl, et qui, s'inspirant des travaux de Brentano, le fondateur de la psychologie de la forme, il s'appelle Brentano, eh bien, s'inspirant des travaux de Brentano, Husserl reprendra à son compte ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans non plus aujourd'hui, l'intentionnalité de la conscience, c'est-à-dire, qu'on appelle la phénoménologie, c'est-à-dire, si vous voulez, que pour Husserl, dans la relation entre moi et le monde, il n'y a pas d'abord un moi et un monde, une sorte de juxtaposition, hein, un peu à la manière de Descartes, justement, qu'il critique, Husserl, hein, parce que pour Descartes, il y a un je, et puis il y a le monde. Hein, le monde, c'est l'espace, et le je, c'est le temps. Allez, je schématise, mais en grosso modo, c'est ça. Et il y a une sorte de dualisme cartésien entre l'espace et le temps. Eh bien, pour la phénoménologie, pour Husserl, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, il critique, si vous voulez, c'est un philosophe, hein, il critique, si vous voulez, la notion d'un je préexistant au monde et d'un monde préexistant au je, pour fonder, si vous voulez, la relation moi-monde, individu-monde, eh bien, sur ce qu'il appelle, lui, l'intentionnalité. Il n'y a pas d'abord un monde et d'abord un je, mais il y a une relation originaire, fondatrice de toute relation, qu'il appelle, si vous voulez, l'intentionnalité. Eh bien, c'est la même chose. Hein, un peu, enfin bon, on est là au cœur même du problème que Bergson s'était posé par rapport au temps, que Brentano s'était posé par rapport à la perception, que Husserl se pose par rapport, si vous voulez, au monde, à la relation entre monde et conscience, pour justement, si vous voulez, rendre compte de ce qu'il y a d'indivisible absolument dans
l'expérience humaine. On va l'appeler comme ça. Alors, vous voyez, c'est un petit peu une conclusion là, provisoire qu'on peut tirer, si vous voulez, que pour un philosophe, la notion d'individu est incontournable. Incontournable. On peut critiquer les conceptions qu'on a de l'individualité, de l'individu, de l'individualisme. Mais le concept, lui, on doit le garder dans sa forme vide, si j'ose dire, indépendamment de son contenu, vous voyez, hein. C'est le contenant qui m'intéresse. Voilà, cet après-midi avec vous, ce qui m'intéresse dans la notion d'individu, c'est pas les contenus, que dit la déclaration de 89, que dit, etc. Certes, ça c'est des contenus, mais ce qui est intéressant philosophiquement, c'est le contenant. Hein, voilà. Par conséquent, on appelle ça aussi, si vous voulez, le principe d'individuation et le principe d'individualité. Vous voyez, comme il y a un principe d'universalité, par exemple, en philosophie, qui fonctionne eh bien, dans d'autres sphères. Je vous dis en passant d'ailleurs que, si vous voulez, ces concepts-là, ces grands concepts, on va les appeler comme ça, ce sont à la fois des concepts utiles et inutiles. Ce sont des concepts utiles, ben, évidemment parce qu'ils nous permettent, quand on utilise le mot individu, ben, de pouvoir se référer, et le référer plutôt le concept, eh bien, à des champs, comment dirais-je, à des champs politiques, culturels, psychologiques, je viens de vous en parler. Donc, utile, je dirais même efficace. Il y a une efficacité dans cette conception de la perception, par exemple, hein, mais en même temps inutile parce que, comment on peut dire ça, c'est seulement utile pour la pensée, si j'ose dire. On n'épuise jamais le concept, voilà, c'est ça que je veux dire. On n'épuise jamais un concept. Un philosophe peut s'épuiser, lui, en tant qu'individu, à manier les concepts, c'est mon cas aujourd'hui, mais par contre, si vous voulez, épuiser un concept, ça faut être fort. Hein. Le philosophe qui aura épuisé un concept, je vais vous dire qui a tenté de faire ça. Hegel. Hegel. C'est le seul, à ma connaissance, dont la tentative, je ne dis pas qu'il y a réussi, mais dont la tentative a consisté d'épuiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire tout dire. Et lui, il allait même bien plus loin. Il fallait que le concept lui-même se réalise chez Hegel. Hein, l'esprit absolu. Donc voilà un peu, on va laisser ça de côté, mais pour vous donner une image, l'image des concepts de l'inutilité et de l'utilité d'un concept comme celui d'individualité, mais on pourrait en dire autant pour le concept d'universalité. Et nous, ce qui nous intéresse quand même en philosophie, en tout cas moi, ce qui m'intéresse en philosophie, certains d'entre vous le savent, c'est de travailler les concepts. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des instruments de travail extraordinaires pour pouvoir penser les choses, penser le monde, penser notre expérience, réfléchir, etc., etc., se donner la capacité de penser. Parce que ça ne tombe pas du ciel, les concepts. Ils ont été travaillés par les anciens. Puis les nouveaux en ont inventé d'autres, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous avez ça en particulier, je vous le dis en passant, un merveilleux petit livre de Gilles Deleuze, assez facile à lire, celui-là, qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?» tout simplement. Et vous laissez un peu de répondre à la question. Et Deleuze y répond en disant que la philosophie, c'est essentiellement le travail des concepts. Voilà. C'est un travailleur des concepts. C'est un bricoleur, un menuisier des concepts, je ne sais pas comment appeler ça, enfin, un artisan, voilà, le philosophe, c'est un artisan des concepts, et c'est une assez belle définition, finalement. Donc, voilà mon troisièmement, je crois. Ça va, je suis dans les temps. Hein. Alors, justement, il me semble que j'avais autre chose à vous dire par rapport à Foucault. Exactement, merci. Foucault. Oui. Tout ça, si vous voulez, c'est des... Comment? Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de vérité dans tout ça.
hein, ce sont des points de vue sur le réel. Donc, on ne peut pas dire pour autant que, si vous voulez, on aurait la vérité sur ce qu'est l'individu aujourd'hui, vous voyez, en partant. Quoi. Non, on aura des approches. Alors, Foucault, en articulant évidemment avec ce que vous a très bien dit Laurent ce matin, et je crains de ne pas être aussi clair que lui, Foucault, donc, a travaillé beaucoup, on en parlait avec quelqu'un tout à l'heure, les textes. C'est un des rares philosophes à faire référence de manière concrète et d'être allé chercher les textes anciens, grecs, latins, donc, hein, et ce qu'il... c'est un archiviste en quelque sorte, hein, un archiviste génial, mais un archiviste. Et, si vous voulez, comment on peut dire, en travaillant tous ces textes, il en déduit, alors je schématise aussi, hein, il en déduit que ce qu'il appelle le soi, SOI, ça n'a pas toujours existé. Vous voyez, ça n'a pas toujours existé. Ou plus exactement, comme il vous a été dit ce matin, mais pour un autre champ du savoir, si vous voulez, il y a eu dans la Grèce et à Rome, et surtout dans la Grèce antique, des, comment dirais-je, des pratiques qui se sont mises en œuvre et par des exercices, comme dit Foucault, par des méthodes, par des pratiques de pensée, etc., c'est mis en œuvre, alors de manière massive, hein, ça n'a pas été un phénomène isolé, au contraire, hein, de manière massive, eh bien, si vous voulez, des exercices, en quelque sorte, qui sont devenus, eh bien, des exercices de savoir, de sagesse, et donc, si vous voulez, émerge à ce moment-là, dit Foucault, un ensemble de pratiques qui sont radicalement différentes des pratiques antiques dans les autres civilisations qui ont précédé la Grèce. Voyez ? Alors, pourquoi est-ce intéressant ? Parce qu'on est au cœur de problèmes, je vous dis que ça, hein, parce qu'on est au cœur, si vous voulez, de problèmes philosophiques. Foucault dit qu'à travers cette question des pratiques de soi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce qu'il appelle un processus de subjectivation qui s'est mis en œuvre dans la Grèce antique. Que veut dire ce mot subjectivation ? Ça veut dire, si vous voulez, que la réalité relationnelle de l'homme au monde à la réalité, à cette réalité-là, c'est superposé, je ne sais pas comment expliquer ça, une réalité qui est devenue de plus en plus importante, c'est la relation avec soi-même. La relation avec soi-même. Alors, vous voyez, en philosophie, on interroge des évidences, parce que nous, ça peut nous paraître évident aujourd'hui d'être en relation avec nous-mêmes, encore que vous savez que c'est peut-être une des choses qui devient difficile un peu de nos jours, quand même, hein, vu la rapidité des informations. Bon, vous savez tout ça, je ne vais pas développer, mais la relation avec soi-même, si vous voulez, voilà qui est la base même de... Pourquoi c'est si important ? C'est la base même de la philosophie, je ne dirais pas de toute philosophie, mais de la philosophie. Sans
cette élaboration de la relation avec soi-même, donc la constitution d'un individu en ce sens-là, hein, c'est ça que je veux dire, hein, la constitution d'un individu et des individus, eh bien, probablement que la pensée philosophique n'aurait pas été possible. Plus exactement, la pensée philosophique vient simultanément avec cela. Pensée philosophique qui était à l'époque, si vous voulez, à la fois une réflexion théorico-spéculative et en même temps, comme vous le savez, eh bien, un ensemble d'exercices de sagesse concrets alors là, hein, qui concernaient la nourriture, le vêtement, comment on appelle ça, le respect de certaines règles qui précisément vont constituer ce que l'on appelle la sagesse grecque. Avec le groupe de philosophie des mardis, on a vu ça, je crois, je ne sais plus quand, l'année dernière ou il y a 2 ans, un peu, en tout cas, c'est ce qui constituait le fond commun, en quelque sorte, des sagesses grecques, que ce soit les épicuriens, les stoïciens, les sceptiques, etc. Par conséquent, si vous voulez, on peut dire, alors de manière très très schématique, mais moi je reprends ça volontiers à mon compte, si l'individu, c'est ce qui n'est pas divisible, eh bien, la pratique de soi, dans la mesure où c'est un rapport avec soi-même, là aussi, n'est ni décomposable, ni divisible. Voyez ? C'est-à-dire, je veux dire par là que le rapport à soi, ce qui fonde l'esclavage, vous allez comprendre, vous allez enfin comprendre. Qu'est-ce qui fonde l'esclavage, philosophiquement parlant? C'est l'impossibilité, dans les conditions économiques, sociales, psychologiques, je parle de l'esclave antique, hein, dans laquelle il était, d'avoir le moindre rapport avec lui-même. Ce que Marx, d'ailleurs, reprend en quelque sorte lorsqu'il parle du prolétariat, et quand il parle de l'aliénation du prolétaire, il dit à peu près, grosso modo, la même chose. Il dit que l'exploitation capitaliste empêche le prolétaire, vu ses conditions de travail, eh bien, d'avoir la moindre relation avec lui-même. Donc d'être un individu. On va traduire ça comme ça, schématiquement. Alors, vous voyez, les enjeux de l'individualité. Ce qui est, comment on pourrait dire ça, toujours problématique, effectivement, c'est dans ce processus de subjectivation, il n'a pas été fait une fois pour toutes chez les Grecs. Nous avons toujours à le faire nous-mêmes, parce que nous avons toujours à nous dégager de ce qui risque de nous aliéner, pour parler comme Marx. De nous aliéner, ça veut dire être dépossédé de soi-même par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre. L'esclave, il appartient, ne s'appartient pas parce qu'il appartient au maître. C'est ça qui fonde l'aliénation de l'esclave et peut-être la différence quand même essentielle entre l'esclavage de l'Antiquité et puis, si vous voulez, les formes d'esclavage qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais alors l'esclavage, puisque vous savez que c'est l'objet de grand débat aujourd'hui, l'esclavage des 16e, enfin 15e, 16e et 17e siècles, voilà, hein, qui était vraiment, comment on peut dire ça, c'était pas seulement la réduction, évidemment, des corps à la production, hein, c'était effectivement l'impossibilité irréversible, c'est ça l'esclavage, c'est ce qu'il y a d'irréversible. On ne peut plus jamais élaborer, être en rapport avec soi-même. Bon, et que Spartacus, je crois qu'il a un peu réussi.
quand même. Pourquoi? Parce que cette question-là nous met, puis je terminerai là-dessus, dans deux questions essentielles de la philosophie. Cette question de l'individualité et de la subjectivation. Et là, bon, je termine un peu par Deleuze, si vous voulez. C'est la relation du dehors et du dedans, de l'intériorité et de l'extériorité. Quand on parle d'individu au sens de la non-division, on veut dire par là, je parle de l'être humain, je précise, hein, mais on pourrait à la limite en dire peut-être autant pour les animaux, qu'il y a une intériorité individuelle, c'est le cas de dire. Alors, on peut l'appeler intériorité privée, le mot privé, vous savez, hein, individuel, intérieur, mon monde intérieur. Mon monde intérieur m'appartient, dites un peu. Mon monde, rien que cette phrase, mon monde intérieur m'appartient. Mais pourquoi m'appartient-il? Parce qu'il peut m'appartenir. Parce que je suis individu. C'est la condition sine qua non, ce que je vous disais tout à l'heure. Si nous n'étions pas des individus, il n'y aurait pas d'intériorité possible. Il n'y aurait pas de dedans possible. Donc il n'y aurait pas de subjectivité, de subjectivation, d'intériorité. Ce serait le champ libre à ce que Michel Foucault appelle les forces du dehors, à juste titre, il a raison. Le clivage dehors-dedans, il est essentiel en philosophie. Ce clivage-là. Hein, parce que nous sommes aussi des êtres du dehors. Et celui qui a le mieux dressé, comment dirais-je, celui qui a le mieux, enfin qui a le mieux, celui qui a de la manière la plus rigoureuse tenté de distinguer ce que l'on peut appeler le dehors et le dedans, c'est précisément Descartes. Alors lui, il a tellement distingué qu'il a opposé, vous comprenez, là, bon, ça va pas, hein. Mais en tout cas, lui, il a distingué avec des principes métaphysiques solides qui nous ont quand même servi pendant 2 ou 3 siècles. Hein. Voilà, donc le dehors et le dedans. Alors, le dedans, c'est toute l'intériorité. J'insiste pas là-dessus, c'est à vous de rétablir, si vous voulez, les choses. Et ça, je dis que c'est valable pour tout être humain. Hein, qu'on ne parle pas de culture, et les Occidentaux, ils ne sont pas plus intérieurs que les Chinois, ou que les Brésiliens, ou que les Esquimaux, etc. Je veux dire par là que c'est une problématique, si vous voulez, qui est fondatrice. S'il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors, d'abord. C'est pas compliqué, hein. S'il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors. Voyez. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que cela n'est possible que parce que nous sommes individus. Ah, vous voyez dans quel sens maintenant, hein? Nous sommes individus, non divisibles, non réductibles en parties, en éléments décomposables. On ne peut pas nous couper. Vous voyez, je ne sais plus, il y avait dans le temps une femme qui se produisait dans les foires, là, qui voulait se couper en combien, en autant de parties, je ne sais plus comment ça s'appelait. Eh bien non, on ne peut pas se couper, si vous voulez, en 1000 morceaux. On ne peut pas se couper en 1000 morceaux sans risquer de nous détruire. C'est la définition qu'a donnée Pierre Garrineau. On peut le faire, mais on détruit ce que l'on est censé expliquer, comprendre et respecter. Par conséquent, voyez. Donc ça va très loin, cette conceptualisation de l'individu. Et deuxième chose, deuxième distinction bon, qui est intéressante, alors un peu dans la logique de Deleuze, c'est le fait, alors là je vais du mal à expliquer, je crois, c'est, si vous voulez, que toute individualité, tout processus d'individuation émane d'un fond non individuel.
émerge, émane, se produit sur fond non individuel. Ceux qui sont avec moi en philosophie, on a vu Schopenhauer à un moment donné, et c'est exactement la problématique de Schopenhauer. C'est-à-dire, si vous voulez, la souffrance, je schématise Schopenhauer, la souffrance de l'individu en rapport avec le tout, cette totalité qu'est la vie avec un grand V, les vivants, quoi. Voilà. Et que Schopenhauer met en scène, philosophique, une tension énorme qui va donner la dimension tragique, d'ailleurs, entre, si vous voulez, le processus d'individuation, l'individualité, et, si vous voulez, ce fond que représente la vie, l'énergie vitale, appelez ça comme vous voulez, le vivant. Alors vous mettez des majuscules à ça, hein, bien sûr, hein, voyez. Et donc il y a un déplacement, je l'avais dit, dans le groupe. La philosophie, désormais, c'est intéressant, on vous a parlé de Foucault ce matin, quand il dit que le pouvoir politique s'est mis à un certain moment à gérer la vie, hein, si j'ai bien compris c'était ça, ben voilà, on est dedans. Avec Schopenhauer, on est dedans. La philosophie déplace son objet avec Schopenhauer, donc, comment dirais-je, pour prendre la vie comme objet de pensée et de philosophie. Alors bon, c'est pas nouveau, mais dans cette dimension-là, c'est quand même radicalement nouveau. Alors, donc Deleuze, après Nietzsche, hein, comment dirais-je, pense l'individualité en termes de tension entre, justement, cette émergence d'individus que nous devenons, on va dire ça comme ça, mais émergence de quoi? Du néant. D'où vient, hein, d'où viennent? On ne voit que de l'individuel en même temps. Hein. On voit du tout de la totalité, mais aussi, si on y fait attention, on voit de l'individuel. Donc, si vous voulez, il y a cette tension entre l'individu, l'individualité plutôt, et comment l'appeler? Comment désigner, si vous voulez, ce qui n'est pas individuel? Alors on peut dire le tout, pourquoi pas, mais est-ce une définition? Voyez? Alors, je crois que Deleuze reprend finalement une des, comment on appelle ça, une des conceptualisations de Nietzsche. Il parle du chaos. Alors, le grand chaos. Le grand chaos. Le chaos, c'est le moment où il n'y a pas d'individuel possible. Quelque chose qui est en chaos, quelque chose qui est en, comment dirais-je, en mouvement permanent, ne peut pas produire, en quelque sorte, eh bien, d'individualité. Par conséquent, il y a une sorte d'opposition radicale, nietzschéenne, mais également, il reprend, vous savez, les Grecs, c'est terrible, ils ont presque tout pensé quand même, hein, la dialectique entre Dionysos, Apollon et Socrate. Dionysos symbolise ce fond universel, chaotique, organique, etc. Apollon représente l'émergence de l'individualité dans la lumière, il est signe de lumière et de luminosité, quelque chose se dresse et se tient. C'est ça. C'est très phallique d'ailleurs mon image. Hein, et, si vous voulez, Dionysos, qui est plutôt lui, bon, le dieu des passions, de l'excès, etc. Et voyez comment, si vous voulez,
les Grecs ont vraiment perçu la condition humaine, finalement. Parce que quand on parle de tout ça, on parle de condition humaine. Mais comment le tragique, en particulier, naît de cette tension entre l'organique, l'universel, le chaos, et l'individu, la luminosité, la lumière, l'art, etc., bon, tout ce qui va avec, hein. Et puis les passions. Donc les passions individuelles, si j'ose dire, mais aussi collectives, hein, mais les passions, c'est-à-dire aimer, détester, être dans tendre vers l'absolu, etc., etc. Ce sont des axes. Alors, à la limite, on peut dire l'individu, ben, ça n'existe pas. On pourrait dire ça maintenant. Hein. Vous vous rendez compte, c'est un accouchement finalement, hein, c'est-à-dire, au fond, quelque part, quand un enfant pose la question, mais avant de naître, où est-ce que j'étais? Avant de naître, où est-ce que j'étais? Si vous avez une réponse, on pourra en débattre tout à l'heure.